Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, nous allons traiter la question du G7, G8, G20. Qu'est-ce que c'est? Commençons par le G7. Tous les ans, les médias nous arrosent d'images débonnaires des dirigeants du pays du G7, réunis en sommet et présentés comme les principales économies du monde. Ce sont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Canada. Si le G7 est devenu très médiatisé à partir de 2008, à cause des ramifications financières et économiques de la crise bancaire des subprimes américains, en fait, sa création remonte à 1975, à l'initiative du président français Valéry Giscard d'Estaing. Avec 5 pays au départ, le Canada et l'Italie ayant rejoint peu après. Ainsi, on avait parlé d'abord de G5, puis G6 et enfin G7. Quant au G8 et G20, ce sont des excroissances en quelque sorte de G7 et on y reviendra. Selon donc le président Giscard d'Estaing, je cite, l'idée était d'organiser un échange de vues entre les principaux pays occidentaux, une réunion d'amis dans une maison de campagne. Ainsi, le G7 se veut un club d'amis qui discutent de leurs soucis domestiques communs, surtout sur le plan économique. Sa nature, donc, n'est pas celle d'une organisation internationale proprement dite comme l'OCDE, qui lui est très voisine du reste. Ainsi, le G7 n'a ni siège, ni charte, ni secrétariat, ni budget, ni président en exercice. Les sommets se font sur simple invitation du chef de gouvernement d'un pays membre à tour de rôle, et se conclut par de simples communiqués et déclarations de bonnes intentions. Et comme tout club, les adhésions s'y font par cooptation et affinité. Ainsi, bien que prétendant réunir les plus grandes économies du monde, on n'y trouve pas l'Inde, l'Espagne et surtout la Chine. Passons au G8 et G20. Le G7 est devenu G8 par la cooptation de la Russie en 1997. C'était pour des raisons plus politique qu'économique. Car il fallait, à la fin de la guerre froide, acter le rôle de la Russie de Boris Yeltsin en tant que partenaire pour la reconversion de l'Empire soviétique vers le libéralisme économique et politique. Mais cette idylle fut rompue en 2014 suite à la crise de Crimée. La Russie fut écartée du G8 et on est revenu au G7 initial. À l'éclatement de la crise financière asiatique de 1997, les membres du G7, sous sa version G8 avec la Russie donc, ont ressenti la nécessité d'associer les 12 autres pays qui pèsent de plus en plus dans le monde. Ce sont la Chine, l'Inde naturellement, mais aussi la Turquie, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Indonésie, l'Argentine, l'Australie, le Mexique et pour notre continent, l'Afrique du Sud. L'Union européenne y était aussi associée, ce qui a donné 8 plus 12 égale G20. Les racines conceptuelles du G7 remontent très loin, à la grande crise de 1929-1930. À l'époque, les pays capitalistes avaient réagi par le chacun pour soi, c'est-à-dire une compétition désordonnée aux conséquences catastrophiques pour tous. La leçon tirée a conduit aux accords de Bretton Woods en 1944, avec la création du FMI et de la Banque mondiale. Mais ce système de Bretton Woods a montré ses limites en 1973, avec la double crise du dollar et du pétrole. D'où l'initiative du président Giscard d'Estaing, appelant à un cadre informel de concertation entre les grands sur les nouvelles menaces financières. Les succès et les échecs du G7. Le G7 a relativement réussi pour éviter une compétition suicidaire entre les grandes économies occidentales comme celle des années 1930, et aussi pour jouer le rôle de pompier quand le système bancaire prend feu. Cependant, on lui reproche de faire fi du sort des populations, non seulement dans les pays pauvres, mais au sein même des pays concernés, dans la mesure où les questions de chômage, de santé, d'inégalité sociale et d'environnement sont reléguées au second plan. D'où les manifestations très violentes parfois
menée par les altermondialistes chaque fois qu'il y a un sommet du G7 et autres. Le défi principal auquel fait face le G7, c'est la diminution du poids relatif de ces pays en comparaison avec les autres pays dits émergents et qui se trouvent tous dans le G20. Pesant 2/3 de l'économie mondiale en 1975, les pays du G7 en sont réduits à 45% en 2019, alors que le G20 représente 85% du commerce et 90% du PIB mondial. Sur les classements des 10 premières économies mondiales, on voit que le Canada n'y figure même pas et que la France, l'Italie et la Grande-Bretagne sont en bas de liste et risquent même d'être déclassés. Donc la question existentielle qui se pose, est-ce que le G7 sera-t-il soluble dans le G20? C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour un nouveau numéro de l'Agora de l'ENA. Au revoir.